Comment aborder un fantasme au sein de sa relation, au sein de son couple? C'est un vrai sujet qui peut parfois même amener à une séparation. Hello, je suis Sarah Zerbib, plaisirologue, coach en intimité, coordinatrice d'intimité pour le cinéma en formation et psychologue dans ma formation initiale. Je suis spécialiste du désir et du plaisir féminin. Et aujourd'hui, on va parler du fantasme qui est un gros morceau de la vie intime d'un couple. Bienvenue dans cet épisode du podcast Âme Fauve, le podcast pour libérer ton côté sauvage et rugir de plaisir. Je suis Sarah Zerbib, psychologue et plaisirologue. Finalement, pourquoi c'est aussi délicat de parler, d'aborder ces fantasmes dans une relation? Eh bien, justement, comme le fantasme n'est pas la réalité et que parfois on a tendance à l'oublier, on en vient à avoir une sorte de flou dans les frontières, eh bien, quand quelqu'un nous amène, ton partenaire ou ta partenaire t'amène un fantasme, tu peux avoir ce réflexe, cette pensée un petit peu automatique de si mon ou ma partenaire a ce fantasme, c'est qu'il y a quelque chose qui ne lui suffit pas, qu'il y a une sorte de déficience dans notre relation ou dans notre vie sexuelle, que je ne le ou que je ne la comble pas. Donc en fait, quand quelqu'un nous parle de son fantasme, on se tire un peu la couverture parce que c'est une manière de se protéger, de mettre du sens, de comprendre un petit peu tout ça et de se dire si l'autre me parle de ça, c'est qu'il y a une sorte d'insatisfaction. Sauf que le fantasme n'est pas le signe d'une insatisfaction. D'ailleurs, parler d'un fantasme au moment d'une conversation où on parle d'une insatisfaction, c'est hyper dangereux pour la relation parce que tu n'es pas dans un contexte safe. Donc, finalement, les raisons principales pour lesquelles on se retient de partager ces fantasmes, parce qu'on a peur que l'autre s'imagine ne pas être suffisant, suffisante. Et puis, il y a cette peur du jugement de l'autre, du jugement sur son fantasme. Parce que si je dévoile cette partie-là de moi, finalement, est-ce que ça va changer le regard que l'autre porte sur moi? Et on a un petit peu cette idée, et ça peut se voir dans la communauté quand il y a vraiment une identité vécue à travers une sorte de communautarisme au sens noble du terme, dans la communauté BDSM, des kinks, où il y a des personnes qui sont très présentes dans cette communauté, qui participent à des événements, etc. Eh bien, ça fait partie de leur identité. Et quand quelqu'un partagerait un fantasme qui est peut-être disruptif par rapport à ce qu'on voit de lui ou d'elle au quotidien, on peut se dire, mais est-ce que c'est la même personne? Pourquoi? C'est pas logique. C'est comme il y avait cette idée, est-ce qu'une femme féministe peut aimer la levrette? Et c'est ça, lorsqu'il s'agit d'intimité, de sexualité, mes fantasmes, mes préférences ne sont pas là pour être logiques et ne sont pas là nécessairement pour être en cohérence en permanence avec ma figure, mon identité publique. Ce que je vis dans l'intimité appartient à mon intimité et je sélectionne les personnes avec qui je choisis de les partager. Donc effectivement, le fait de révéler un fantasme, ça nous expose, ça nous met dans une posture de vulnérabilité. Et donc, il peut y avoir cette peur de s'exposer par rapport au jugement de l'autre, de qu'est-ce que l'autre va penser de moi, est-ce que son regard va changer, est-ce que. Donc, finalement, c'est une prise de risque de révéler un fantasme. Et c'est pour ça que créer un contexte favorable est hyper important. Donc, comment on fait ça? Même, il y a une question préalable, c'est est-ce que je dois partager mes fantasmes à mon partenaire ou ma partenaire? Alors déjà, il n'y a pas d'obligation. Un fantasme, c'est quelque chose qui nous appartient, qui est personnel. Et puis surtout, je crois que tous les fantasmes n'ont pas besoin d'être révélés parce que tous les fantasmes, déjà, n'ont pas pour objectif de se réaliser. Il y a des fantasmes qui resteront des fantasmes et c'est très bien comme ça. Et puis, il y a des fantasmes qui juste m'appartiennent, qui appartiennent à ce que moi je vais appeler la sexualité auto-érotique, donc ma sexualité personnelle envers moi-même.
et j'ai pas forcément envie ou obligation de les partager. C'est pas pour autant que je cache quelque chose, mais il y a des parties de moi, tout simplement l'activité de mon cerveau et de cette partie imaginaire érotique qui m'appartiennent. Donc j'ai le droit de les conserver intimes. Je dirais pas que c'est comme un doudou, mais c'est une partie que je garde intime. Donc il n'y a pas d'obligation à tout partager sous prétexte qu'on est en couple. Mais effectivement, si tu décides et si tu en as envie de partager des bribes de ce qui pourrait t'inspirer, de ce qui pourrait te faire fantasmer, c'est tout à fait possible. Afin de permettre une discussion autour de ces fantasmes, la base, c'est d'avoir une relation de confiance où on est suffisamment à l'aise, où il y a de la communication, où il y a du respect. C'est-à-dire que effectivement, quand quelqu'un t'expose quelque chose d'aussi intime, si cette personne, on sait qu'elle a le jugement facile, alors oui, effectivement, le fait de révéler un fantasme, ça peut avoir un effet un peu de choc pour la personne, etc. Donc, il y a toute une stratégie de modulation de comment j'aborde le sujet, mais déjà, la base, c'est d'être avec une personne avec qui on se sent à l'aise, où il y a du respect, où il y a de la communication et où ça a été pratiqué. Après, aujourd'hui, il y a aussi via les applications des personnes qui tchatchent, qui en viennent à se mettre d'accord uniquement pour mettre en place un fantasme, mais ça c'est un cas un petit peu à part, même si ça se fait de plus en plus. Moi là, je te parle dans une relation, on va dire, établie de couple. Donc d'avoir cette base de confiance, de respect, de communication, c'est essentiel. En fait, ça va être de choisir le bon moment. On ne parle pas de ces fantasmes lors d'une dispute, lors d'un moment de frustration, tu veux jamais faire ça et en plus mon fantasme X, Y, Z, je peux m'asseoir dessus. Non, c'est pas dans ce contexte de tension, de conflit où on est blessé qu'on partage ça parce que comme je le disais, le fait de partager sur un fantasme, ça expose, c'est un état de vulnérabilité. Et quand tu es dans un conflit, on est déjà dans des états de vulnérabilité. Et état de vulnérabilité plus état de vulnérabilité, c'est pas l'idéal, c'est là où vraiment ça crée des frictions, des blessures. Donc on évite vraiment de parler de ça lors d'un conflit ou d'un moment de tension dans le couple. Donc c'est choisir un moment où on est vraiment serein, sereine, où on a passé un bon moment ensemble, où la communication elle est fluide, où il y a de la légèreté dans l'atmosphère, où on n'est pas dans le speed. Au contraire, on a même peut-être le temps de se poser, etc. Et aussi, c'est trouver l'endroit où tu parles de ça. On va peut-être pas en parler dans le métro bondé à 18h. C'est de se retrouver dans des espaces où on se sent à l'aise, de s'ouvrir finalement à la confidence. Parfois, ça peut être à la maison, mais parfois, la confidence va être encore plus facile dans d'autres lieux. Tu vois, ça pourrait être un bar, un petit peu boudoir, tamisé avec des alcôves. Parfois, il y a des espaces extérieurs qui vont être plus ou moins des invitations à la confidence. Donc finalement, les lieux peuvent être multiples tant qu'on se sent à l'aise et qu'on a ouvert finalement cet espace au fur et à mesure de la conversation. Le deuxième point sur comment le faire, c'est expliquer tes désirs clairement. Qu'est-ce que ça veut dire exprimer ses désirs clairement? Ça veut dire utiliser la première personne du singulier. C'est pas le truc du genre ça te dirait qu'on fasse ça. Si on faisait ça, est-ce que tu serais OK? C'est finalement pas trop des formulations qui participent à porter son fantasme, à être la personne, le sujet principal. Donc finalement, comment on formule un fantasme? C'est avec la première personne du singulier et ça pourrait être ces derniers temps, j'ai pensé à ça, c'est quelque chose qui a tendance à m'émoustiller, ça nourrit mon imagination, c'est quelque chose qui pourrait me faire envie en termes voilà, d'exploration, de richesse dans ma sexualité et tu le poses. Et après, tu peux ensuite ouvrir avec une question, mais une question ouverte, pas genre est-ce que ça te dirait, tu proscris toutes les questions est-ce que, parce que les questions est-ce que n'impliquent que des réponses oui et non. Et ça peut être un peu enfermant, l'autre peut sentir une sorte de pression. C'est pas ce qu'on veut créer, mais dans la communication,
c'est quelque chose qui est un petit peu implicite. Donc dans ce cas-là, tu peux faire une formulation de ce type. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ressens à cette idée? Ça, ce sont des questions qui permettent à la personne qui écoute ton fantasme de faire ce chemin à l'intérieur d'elle-même de OK, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je ressens? Et de pouvoir ouvrir un véritable échange. Et c'est ça qu'on veut lorsqu'on partage les fantasmes. Petite chose qui peut aussi aider, c'est de commencer l'échange autour de votre vie intime par tout ce que tu affectionnes dans votre vie intime. J'adore qu'on fasse ça, ça me plaît. Ça peut être aussi un moyen de rassurer l'autre personne que tu es épanoui et que tu as encore de la curiosité et peut-être de la curiosité à explorer avec cette personne. Ensuite, ça va être important d'écouter activement. C'est-à-dire que quand quelqu'un se montre vulnérable, partage des choses quand même assez intimes, un fantasme c'est quelque chose d'intime, eh bien je peux être un petit peu captivée par mes propres pensées, par un flot de questions, d'émotions, ça peut être assez activant psychologiquement et parfois ça peut me faire désinvestir cette écoute. Donc c'est important de prendre le temps, de reformuler, de poser la question pour voir si on a bien compris parce que parfois on peut avoir interprété sans le vouloir le fantasme de l'autre et ça peut être intéressant dans cette écoute active de écoute, je crois avoir compris mais laisse-moi reformuler, dis-moi si c'est ça que tu as en tête ou en tout cas que tu aimerais peut-être explorer. Et là, on est vraiment dans un espace de co-construction sans jugement déjà pour s'inviter dans nos mondes érotiques, fantasmatiques, mutuels, pour déjà se comprendre, créer du lien. C'est ça qui est fondamental aussi dans la sexualité, c'est de créer du lien. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais on crée du lien, on partage ce côté plus intime. Et donc, ça va être de s'inviter mutuellement à partager ses pensées, ses émotions, poser les questions. Et ça se trouve qu'il y aura des questions auxquelles on n'a pas les réponses. Et ça, c'est aussi une belle invitation dans la perspective d'une complicité de couple, de faire des recherches ensemble, de se renseigner, d'aller un petit peu plus loin ensemble et de mettre en commun finalement ces recherches. Ça permet de vraiment designer le périmètre, de voir où est-ce qu'on avance et aussi peut-être découvrir ses propres limites. Et ça, c'est tellement important. Je te renvoie à ma vidéo sur le consentement que j'ai fait avec Colette. C'est aussi important d'être ouvert au feedback parce que toi, tu peux avoir ton fantasme. Comme je le disais, l'autre peut avoir sa propre prise, sa propre interprétation sur le fantasme ou voudrait peut-être s'approprier le fantasme. Alors le but, c'est pas de faire le fantasme uniquement pour faire plaisir à l'autre. Souvent, ça peut créer un déséquilibre dans la relation, voire même du ressentiment. Mais à des moments, peut-être qu'une des personnes a plus de fantasmes que l'autre, et encore le mécanisme du fantasme, il est assez spécifique d'un individu à l'autre. Mais voilà, le ou la partenaire aurait peut-être envie de s'approprier ce fantasme-là, donc il y aurait peut-être des questions, des feedbacks, l'envie d'ajouter certaines choses, etc. Donc ça peut être intéressant aussi d'avoir cet espace d'ouverture où on co-construit, comme je disais, peut-être un fantasme qu'on aurait envie d'explorer à deux et qui nous correspondrait à tous les deux. Et le dernier point que j'ai un petit peu distillé par-ci par-là, c'est le fait d'y aller tranquillement, d'y aller doucement. Je le répète et je l'avais déjà dit dans des vidéos, ce n'est pas parce que tu partages un fantasme qu'il va se réaliser ou encore qu'il va se réaliser tout de suite. Parfois, tu vas avoir besoin de plusieurs étapes, plusieurs moments, process pour peut-être réaliser ce fantasme que tu as partagé à l'autre. Et puis parfois, dans ce process d'exploration, de test, peut-être que tu vas ressentir une satisfaction et tu n'auras peut-être plus l'envie d'assouvir, de compléter le fantasme initial. Parce que le fantasme, finalement, c'est quelque chose de vivant, de très nuancé, de complexe. Et il y a une sorte de feedback en permanence qui se fait entre tes expériences, tes ressentis, ton imaginaire érotique. Donc finalement, ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Ce qui est intéressant avec le fait de partager un fantasme, c'est que ça
peut renforcer la confiance, la communication, la complicité. Alors, ça demande d'avoir une bonne base là-dessus, mais le fait de s'autoriser à partager ces états de vulnérabilité peut nous rapprocher. Ça ne veut pas dire à nouveau qu'on va les faire dans notre vie sexuelle, mais le fait de pouvoir s'accueillir, de pouvoir se révéler et de voir que en fait ça enrichit notre relation plutôt que ça nous éloigne, c'est assez beau finalement comme moment dans une relation. Ça peut être aussi une invitation à se découvrir ou se redécouvrir autrement. Ça peut être aussi un moment où on se dit, finalement j'avais mis ma partenaire un peu dans cette case-là. Là, on est en train de bouger un petit peu les limites. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de limites, mais les limites ont peut-être un petit peu bougé. On est peut-être dans un autre timing de notre relation et de notre vie sexuelle. Donc finalement, on va explorer les choses différemment, on va vivre des choses différentes et ça va nous enrichir différemment. Le point aussi essentiel, c'est que ça permet d'être encore plus au clair sur ses limites. Comme on le disait dans la vidéo du consentement, il y a des personnes qui peuvent dire « Non mais moi, j'ai pas de limites ». C'est faux, c'est juste que tu ne les connais pas encore. Et c'est là où quand on discute sur les fantasmes, on pourrait se sentir mal à l'aise alors qu'on s'était peut-être toujours dit qu'on était très ouvert d'esprit. Et on peut le témoigner. C'est pas parce qu'on va mettre entre guillemets un stop à l'autre en disant moi ce type de fantasme je me sentirais pas à l'aise de le faire que ça y est notre vie sexuelle ne peut plus exister. Partager une limite, c'est montrer à l'autre comment continuer à être en relation ensemble. Ça veut pas dire que ça y est on n'a plus rien à faire ensemble. Et oui, il peut y avoir une petite déception, une frustration de ne pas pouvoir vivre ça ensemble, mais ça ne veut pas dire que vous ne trouverez pas des alternatives et une manière d'être encore plus épanoui dans votre intimité. Donc, le respect des limites, que ce soit des limites de je peux ou je ne peux pas, ou ça me met mal à l'aise, ça ne me met pas à l'aise, ou alors pas comme ça, et l'autre qui puisse aussi respecter les limites qui sont peut-être plus éloignées sur des fantasmes chez l'autre. Finalement, c'est ça le fait de s'accueillir, de s'aimer, de s'apprécier et d'être les témoins mutuels de nos vies finalement. Et je trouve aussi que de pouvoir parler de ces fantasmes, ça renforce ce muscle un petit peu du consentement, de l'enthousiasme autour de notre vie intime et charnelle et sexuelle. Parce que le fait de partager des fantasmes, même si on ne les concrétise pas, ça peut redonner une sorte d'élan, une sorte de nouvelle inspiration dans notre vie intime. Et comme je disais, redesigner un petit peu les périmètres, les terrains de jeu. Et ça peut être un nouveau souffle, finalement.